officials are ready. The players are ready. Skypark Podcast. Undisputed number one attraction, the pound for pound superstar. Oui, basket, il faut penser basket. It's over! Unbelievable! Notre invité suivant, c'est Emmanuel Corabeuf, qui est actuellement coach de Castelnau. On parlait de Manu il y a quelques instants, puisque quand Anthony a été le président de Saint-Médard, il a recruté Manu Corabeuf en tant que coach. Et bon, Michel, on l'a eu il y a quelques semaines, nous avait expliqué que quand il a appris ça, il avait fait la grimace un peu. Ça l'avait beaucoup affecté, puisque bon, Manu Corabeuf, on va en parler avec lui, c'est vraiment le fils spirituel de Michel, et c'est vraiment l'icône de Castelnau. Donc celui qui dit connaître Castelnau et qui ne connaît pas Manu est un mytho. Allez, on appelle Manu tout de suite. On va faire le point avec lui sur la saison en cours de Castelnau. Il est toujours à Castelnau d'ailleurs, Manu. Yes. Toujours à Castelnau. Il était parti juste un an à Saint-Médard. Un an et il est revenu. Allô Manu, c'est Ablaye. Oui. Tu vas Salut bien? Ablaye. Ça va. Ça va, je suis dans le bon timing, je te dérange pas? Non. Ok, pas de super. souci. Je suis accompagné de Jordan Gonzalez, c'est la terreur de Bouillac. Salut Manu. Salut Jordan. Ça va? Ça va, extra. Alors Manu, je te remercie d'avoir pris le temps de nous répondre et de nous accorder ce petit interview. On va en profiter parce qu'on a plein de choses à apprendre sur toi. Mais avant tout, moi j'aimerais dissiper une question, un mystère qui plane depuis de nombreuses années. Il paraît, Manu, que quand tu étais jeune, en partant des lancers francs, tu dunkais. Alors moi, même à mon summum, quand je partais des lancers francs, je touchais à peine le filet. Est-ce que c'est vrai ou pas? Ouais, c'est vrai, ouais. Et tu nous dis C'est ça, vrai? tu nous dis ça avec un détachement incroyable. Donc tu dunkais en partant des lancers francs. Tu peux nous expliquer comment tu faisais ça? En fait, depuis tout jeune, j'avais des aptitudes athlétiques. Hein. J'ai fait du jump naturellement, en fait. Donc l'explication, je sais pas pourquoi. Mais bon, c'était comme ça. Tu le travaillais pas, Et, quoi. C'était naturel. Ouais, c'est naturel. Et moi, j'ai commencé à jouer sur les playgrounds, donc j'ai fait beaucoup de concours de dunk dès le début, en fait. Mon premier à 16 ans et j'ai gagné de suite. Et puis, j'ai continué, quoi, en fait. J'en ai fait plein jusqu'à, après faire de la performance un peu plus haute. Et c'est vrai que tu as été approché à un moment donné par la Slam Nation? Ouais. Le début de la Slam Nation, le début, en fait, quand ils l'ont créé, avec Abdou Ndiaye Kadour Kadorziani. Kadorziani, lui, c'était un dunker, mais Abdou Ndiaye, c'était les deux parents, en fait, qui ont mis en place, là, qui maintenant sont des agents NBA, là. Ah, c'est Bouna Ndiaye plutôt. Bouna Ndiaye. Bouna Ndiaye, pardon. Et c'est vrai que je me souviens plus du nom du second. Exact. Ils ont créé comme sport, là. Je sais plus son nom. C'est deux agents, en fait. C'est eux qui ont créé ça. Et en fait, c'était le début de la Slam Nation, et moi je faisais un match de gala, c'était Orchy, je crois, Orchy ou Tourcoing. Et en fait, ils étaient en train de faire des dunks et à s'échauffer, je me suis vite mélangé avec eux, quoi. À la mi-temps, j'étais jeune, donc je me suis vite mélangé avec eux, et de suite, ils m'ont proposé d'intégrer ce projet là au début, mais moi ça m'intéressait pas puisque je commençais à toucher un petit peu ma bille pour jouer un petit peu plus haut, donc je suis pas parti là-dessus, quoi. Aucun regret? Aucun, parce qu'après j'ai continué à faire des concours de dunk jusqu'à 25-26 ans, tu vois, et c'est mon trip à côté du basket, quoi. D'accord. Bon, j'ai retrouvé le nom, c'est Jérémy Medjana. C'est ça. Alors, Manu, on revient à toi et on revient à tes débuts. Est-ce que tu peux nous raconter tes tout débuts en tant que basketteur? Où ça s'est fait et comment? Dans quelles conditions? Alors, j'ai commencé plutôt sur le tard, puisque je suis plutôt issu des playgrounds, génération 92, Barcelone, Michael Jordan. Dream Team. Et comment? La Dream Team. Pardon, j'ai pas compris. La Dream Team de 92.
Exactement, la Dream Team de 92 où avec les copains là tout le monde jouait, c'était la génération playground là. Et puis on s'est intégré dans un club de village, de notre village quoi. Et voilà, on était cadets. Je fais cadet première année dans le village. La deuxième année, j'étais accroché pour jouer en cadet région dans un club juste à côté d'Angers. L'année suivante pour aller jouer en espoir Pro B à Angers. Et 2 ans après pour signer mon premier contrat pro en Pro Attends, B. mais c'est allé hyper vite. En 2 ans, t'étais approché pour jouer en espoir? Ouais. Eh ben. Après, cette génération-là, je pense que j'ai eu la chance d'être un des premiers athlètes. Vraiment, il y avait très peu de gens qui dunkaient et tout. Et ces choses-là, des athlètes, il n'y en avait pas encore énormément. Il y en avait, mais il n'y en avait pas énormément. Donc, de suite, on était propulsés rapidement, quoi. D'accord. Et dans ta famille, tes parents, ils étaient déjà dans le milieu du sport? Pas du tout. Ok. Pas du tout. Je connaissais rien. Donc ce jump de folie, tu sais même pas d'où ça te vient, quoi. Je sais pas du tout. Ma petite sœur a pas fait de sport, elle avait aussi un peu de jump, donc on sait pas pourquoi. Ouais. Et donc raconte-nous ensuite, une fois que t'es approché pour intégrer l'équipe d'espoir Pro B, comment ça se passe? La première année en espoir, je suis plutôt un tocard, je joue pas trop, je suis sur le bout du banc, mais je m'accroche, je m'entraîne, j'apprends et puis l'année suivante, j'étais tout le temps en train de rôder autour de l'entraînement des pros, des trucs comme ça pour les regarder, pour voir et puis un jour, tu sais, il manque un joueur, il te dit allez, mets-toi, vas-y, fais le 10e, je joue. Ça se passe pas trop mal, je cours vite, je défends un peu, il me met un peu dans le truc et puis cette année-là j'explose et je commence à jouer en espoir, je plais à l'entraîneur des pros qui en fin d'année me propose d'intégrer l'équipe pro, mais en étant vraiment le joueur du bout de banc, mais pour moi c'est super quoi. C'était quoi tes points forts à l'époque? Le jump énormément, après j'essayais de défendre fort puisque j'avais des cannes. Après je comprenais pas tout ce que je faisais parce que en termes de QI basket j'étais loin, j'étais pas comme les autres, je suis pas sorti des centres de formation Minim France, Cadet France, tout ça. Donc mes qualités athlétiques c'était mon point fort. J'avais pas de tir, pas de. Mais t'avais déjà l'envie quand même de continuer, de progresser pour jouer plus haut? Ouais. Ça déjà en espoir, très tôt, j'ai dit je vais essayer d'aller le plus haut possible. J'étais parti aux États-Unis faire un camp pendant 15 jours. Ils m'étaient payé mon truc quoi. J'avais choisi le meilleur camp des États-Unis à l'époque et j'avais passé 15 jours là-bas où je me suis frotté un peu justement pour voir ce que c'était c'était les 100 meilleurs lycéens à l'époque des États-Unis qui étaient regroupés là-dedans. Et donc ça m'avait ouvert on va dire les portes pour essayer d'aller plus haut quoi, et l'état d'esprit surtout américain m'a plu quoi. Comment ça se passait justement ce type de camp? C'était des rencontres qui étaient organisées tous les jours? Ouais, tous les jours tu jouais en fait à l'intérieur du camp, donc le matin levé à 6h ou 6h30 quoi, rendez-vous à 7h, on courait partout à monter, à grimper des collines, des trucs là, c'est un peu de la prépa physique avec une sorte de GI quoi. Après tu vas manger et après quelques ateliers, après on joue toute la journée et il y a plein de scouts en fait universitaires qui étaient sur le site et qui cherchent justement des joueurs potentiels, soit qui sortent de high school, soit inconnus comme des gens comme nous quoi, comme moi, et qui pour intégrer leur université quoi. Donc c'est un peu la guerre quoi, parce que entre les Américains qui veulent absolument des bourses parce que te propose des trucs où c'est tout frais payé quoi. Et puis des Européens qui viennent essayer de gratter quelque chose, c'était costaud. À l'époque, il y avait pas trop d'Européens encore qui jouaient aux États-Unis. Non, on était c'est pour ça moi j'ai pris peur, j'ai pas franchi le cap, mais je me suis retrouvé moi j'étais avec Sacha Giffard, je sais pas si vous avez entendu. Oui, si. Voilà, on était avec Sacha, on s'est retrouvé là-bas. C'était les débuts quoi. Il y avait quelques Français qui étaient partis en université, mais très peu quoi. Ça devait être en 94, 95, un truc comme ça. Et toi, t'avais eu des propositions? Ouais. De quelles universités? Tu t'en souviens? J'ai pas creusé le truc, tu vois, les mecs venaient me demander mon nom en fait pendant les matchs.
Et on sait que c'était des scouts universitaires. Et après, demander au coach si on pouvait être intéressé ou pas. D'accord. Bon, moi, un peu, non, j'étais pas prêt. Ok. Et donc tu reviens en France. Alors il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup moi. C'est la valeur travail. T'as beaucoup travaillé ton jeu et d'ailleurs je vais pas dire t'as fait une carrière, mais après, toi qui dis que t'avais pas de shoot, t'es devenu un très gros shooter. Et Ouais. ce que j'aimerais, c'est que tu nous expliques ce que c'est la valeur travail. Est-ce que tu prenais ton ballon, t'allais faire 300, 400 shoots? Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu travaillais? Alors moi, étant jeune, déjà, je vivais que pour le basket. Hein. Ma mère, elle a l'habitude de dire qu'elle m'a jamais vu ouvrir mon cartable. Et je jouais tout le temps. J'allais sur les playgrounds tout le temps. Je jouais le samedi, je pouvais faire en championnat. Le dimanche, même je jouais le samedi soir en championnat espoir. Le dimanche, j'étais sur le playground à Angers à jouer toute la journée de 10h du matin jusqu'à plus de jambes, quoi, 16-17 heures. C'était tout le temps comme ça. Et après, dès que j'ai pu avoir des entraînements 1 ou 2 fois par jour, là c'était pareil, quoi. Je m'entraînais. Voilà. Après, j'aimais ça. Je pense que j'étais plutôt vaillant, donc j'aimais ça. Donc ouais, j'ai tout le temps beaucoup bossé, ouais. Parce que j'étais pas forcément très talentueux, je pense. Ok. Individuellement. Ouais. Hormis le fait que tu jouais parfois en playground ou que tu allais t'entraîner avec ton club, individuellement, il t'arrivait d'aller, je sais pas moi, faire des séances de muscu ou d'aller travailler d'autres aspects de ton jeu tout seul? Ouais, j'étais régulièrement, j'avais le ballon accroché sur le VTT, j'allais au playground à côté tout seul, et j'allais shooter, j'allais jouer régulièrement. Ouais. Est-ce que comme ça là, je t'ai pas préparé à ça, mais est-ce que comme ça, tu as une anecdote qui te revient sur un moment que t'as passé sur un playground? Ouais, quelques-unes. J'en ai une qui est sympa, où la première fois où je vais jouer à Angers, en fait, sur un playground. Et là, j'arrive, il y a beaucoup de monde qui joue. Et en fait, le premier joueur avec qui je sympathise et que je connais absolument pas, hein, mais on commence à jouer, c'est Abdul Bamba. Donc pour ceux qui gros dunker. Voilà, Dunker c'est de le la mec Slam Nation aussi. le mec qui faisait la roue, voilà, avec la Slam Nation. Et je me suis retrouvé à jouer sur le même playground que lui pendant au moins 1 an ou 2 ans, quoi. Et ça faisait des envolées assez sympas, ouais, sur un playground. Tous les deux partant. Non, alors lui partait pas des lancers francs, je pense pas, mais Il faisait la roue avant. mais il mettait des trucs sympas. Ouais. Ouais, il faisait des trucs incroyables. C'est la roue là, c'était phénoménal. Tu peux nous raconter, Manu, comment t'es arrivé à Castelnau? Alors, je suis arrivé à Castelnau. En fait, je jouais à la Teste. De 98 à 2000. J'étais arrivé à la Teste en fait parce que je voulais arrêter le basket. J'avais fait une tournée avec l'équipe de France militaire et en fait, j'étais arrivé à la Teste parce que j'avais adoré l'endroit. Et après 2 ans à la Teste, en fait, le club de la Teste, on n'était pas réussi à monter. On était un peu des branleurs dans l'équipe. Vous étiez à quel niveau? On était en prénat. On Okay. avait une grosse équipe, mais il y avait pas Ben à l'époque? Non, il y avait Basile Glasgow, je sais pas si tu te souviens, quand même qui a joué à Saint-Médard, qui était un intérieur là, de 2,5 m là, qui était pas mal. Il y avait Mathieu Cossard que tu as connu, moi, Félix Kilikili, et il y avait un autre ailier. On avait une grosse équipe en prénat, mais on faisait tout le temps les branleurs, donc on n'est pas monté. Donc c'est un peu tombé à l'eau le projet. Et puis j'étais venu jouer à Castelnau. Et puis Michel les rencontre, m'appelle, me propose un boulot d'éducateur sportif sur la commune. Et voilà, le truc que je cherchais un petit peu. Donc je suis venu là. D'ailleurs, c'est encore ton métier actuellement, éducateur sportif. C'est ça. Ouais, c'est encore mon métier. C'était à quelle année ça à peu près, tu te souviens? Septembre 2000, ouais. En 2000. Ah ouais, septembre 2000. Ok, d'accord. Il y a 17 ans. Ok. Et donc oui, Ouais. t'as vécu toutes les épopées de Castelnau, du coup, et t'as vécu donc la première montée en N3. En fait, je suis arrivé quand ils sont montés. Ah, ok. Je suis arrivé, et ils venaient. On avait fait le championnat prénat la Teste Castelnau ensemble. C'est eux qui montent et nous qui montons pas d'ailleurs. Ok. D'accord. Et comment ça se passe ta première année à Castelnau? La première année, à l'époque, moi je viens d'arriver, on a une équipe un peu pas très costaud quoi pour la N3.
Après, je saurais pas te dire si on descend direct ou si on arrive à se maintenir la première année. Je crois qu'on doit descendre de suite. D'accord. Mais toi, personnellement, tu t'y sens bien? Bah, Tu prends tes marques rapidement? ouais, bah moi, bah dans le jeu, bah à ce niveau-là, bah, j'étais plutôt un scoreur, donc j'essayais de mettre des points, faire vivre un peu le ballon. Et après, je m'y sens bien parce que le club il est très famille et moi je suis un peu comme ça, donc quelque chose qui m'a, voilà, j'ai de suite accroché au club. Et puis après dans le jeu, bah ouais, c'était plutôt sympa. La N3, c'était bien mon niveau. Qu'est-ce qui fait que tu y sois resté depuis? Parce que Les j'imagine que tu as rencontres, eu pas mal de propositions. ouais, j'en ai eu quelques-unes, mais la rencontre avec Michel, notamment le président, et François, sa femme, qui ont été, voilà, c'est des gens qui m'ont vraiment accueilli, quoi, ici, comme leur fils, quoi. Mm. Donc moi qui suis plutôt fidèle dans mes relations, bah, c'est quelque chose que voilà, je suis assez redevable pour ça. Donc, puis je m'y sens bien, quoi. Bon, du coup, je vais te parler d'un petit truc qui fâche. Ah, et Qu'est-ce qui fidèle, s'est passé fidèle. quand t'es parti à Saint-Médard? Eh bien en fait l'année où je pars à Saint-Médard, c'est j'arrête de jouer en fait parce que je me suis un peu broyé le genou. Donc j'arrête de jouer et à l'époque on avait Fred Rocco comme coach qui est vraiment un super coach en plus que moi j'ai fait ma dernière année avec lui. Donc j'ai été sous ses ordres et lui ça fonctionne bien pour lui à Castelnau et moi j'ai aucune raison de prendre sa place puis surtout j'en parle à personne quoi. Par la personne de mes envies de coacher ou d'entraîner. Et puis j'ai un de mes potes, Anthony Gros, qui est à Saint-Médard à l'époque, qui recherche un coach. En fait, on en parle, on en discute en mangeant, je sais plus quoi. Et puis je dis bah ouais, tiens, ça pourrait peut-être coller. Donc en discutant tous les deux, on fait. Je dis bon ok, banco quoi, je vais aller coacher là-bas. Donc voilà, je pars à Saint-Médard coacher là-bas. On a eu Anthony juste avant toi. C'était Ouais. l'invité précédent. Il nous a raconté un petit peu. Et effectivement, lui, il regrette pas son choix. Il assume tout à fait. Mais tu sais que Michel, en revanche, ça l'avait affecté. Il nous l'a dit lorsqu'on l'a eu en interview. T'as eu l'occasion d'en discuter avec lui de ça? Ah ben ouais, à l'époque l'histoire elle avait fait un pataquès parce qu'en fait moi après quand j'annonce ça j'ai du recul là-dessus mais Michel il a un attachement viscéral à son club quoi, c'est son club et ses joueurs c'est ses joueurs, moi en particulier peut-être et donc il prend ça presque à la limite comme une trahison quoi, trahison familiale alors que moi c'était pas le cas du tout, moi c'est juste histoire d'aller coacher, c'est parce que voilà je kiffe le basket, je m'entends bien avec Anto, il y a une bonne équipe à Saint-Méd, il y a Fred ici très bien des gars, pas de souci tu vois, je pense pas au début faire créer un séisme on va dire sur le club. Et puis voilà, ça a été un peu chaud on va dire, mais après je continue à entraîner les jeunes ici au club. Donc je le quittais pas non plus tout en entier, je m'occupais juste de l'équipe première. Et de fil en aiguille, vous êtes rabiboché quoi. Ouais, en fait, il était plutôt ça l'embêtait Michel, mais il me voyait quand même tous les jours au club, tu vois. Ouais. Après moi, j'étais pas fâché avec lui, on discutait ensemble, voilà, mais il avait cette pourquoi t'es parti, voilà, ça l'embêtait un peu quoi. Et du coup, c'était ta première expérience en tant que coach à Saint-Médard? Non, parce que j'avais coaché, en fait, je m'étais pété le genou précédemment entre, je crois, c'était 2008-2009, où j'avais coaché l'équipe de Castelnau qui était descendue en prénat. On était descendu en prénat. Et je les ai coachés 2 ans et demi, en fait. Je fais la première année en prénat, là, on se maintient tout juste. La deuxième année où on monte en N3 avec les gars. Et puis, je fais le début de la saison en N3, je fais la moitié de la saison, et puis j'ai rejoué au milieu de la saison, en fait. D'accord. Et après, du coup, t'avais arrêté de coacher, t'avais rejoué? Ouais, j'ai rejoué 1 an et demi en fait. D'accord, et après t'as arrêté à nouveau parce que t'étais blessé? Sinon t'aurais continué à jouer? Ouais, je pense j'aime trop ça. Mais c'était trop difficile. Le niveau il s'était élevé, je commençais vraiment à avoir du mal à ruser à ce niveau-là. Si je me trompe pas, Manu, l'année où tu coaches à Saint-Médard, c'est l'année justement où Castelnau fait le 22/22, je crois. La deuxième année, ouais. Ok. Ouais. Et comment tu le vis à ce moment-là, toi? Parce que bien Saint-Médard est aussi en N3 à ce moment-là.
Est-ce que il y a un petit peu est-ce que t'es heureux pour eux ou est-ce que c'est un peu difficile pour toi? Est-ce que tu te dis peut-être que t'es parti quand il fallait pas? Comment tu le vis? Parce que toi t'as jamais connu cette expérience de N2 avec Castelnau. Est-ce que là c'est pas un peu difficile à vivre du coup? Ah non, mais moi je kiffe. Quand ça leur arrive, je kiffe. Je suis content pour eux. Je connais tous les gars pratiquement tous les gars qui sont dans le groupe. Fred, c'est quelqu'un avec qui je m'entends très très bien. Castelnau, c'est mon club. Après, avec Samed, nous, on a à l'époque, je crois qu'on est 5-6e sur la deuxième année là où ça se passe. Eux, ils font 22-0. Vous êtes 4e. Ils sont sur un nuage. 4e. Vous finissez à 12 victoires, 10 défaites. 3e ex aequo même. Ouais. Ouais, mais moi je me fais, je suis coupé à peu près quand on doit être 5-6e. Je finis pas la saison, je finis pas la deuxième année moi. Ah, mais je me souviens même pas de ça, tu vois. En fait, en deuxième année, en février ou un truc comme ça, ça se termine entre moi et Samed. D'accord. Et c'est là que Anthony reprend le coaching de nouveau avec Guillaume Rubert, c'est ça? Non, c'est Camille qui finit la saison. Ah, c'est Camille, ok, d'accord. Je me souviens pas. Ok. D'accord. Ouais. Et pourquoi ça s'était terminé? C'était ton choix ou c'était le dirigeant qui avait... En fait, on avait perdu quelques matchs. La première année, on a fait une très bonne saison. On finit 2e derrière Agetmo, où on rate la montée de pas beaucoup avec Samed, d'ailleurs. Et on finit 2e avec le pointe-à-virage sur Castelnau et Tresse, je crois. Et la deuxième année, donc on a aussi des ambitions qui sont au moins les mêmes que la première année, et ça se passe pas tout à fait comme ça. Et en plus, Castelnau survole la saison, tu vois, déjà décembre-janvier, on sent que ça va être, ça sera pas la même. Donc les résultats suivent pas trop chez nous. Il y a des frustrations, sûrement des dirigeants, moi aussi en tant que coach, et des joueurs aussi. Et voilà, un peu d'un commun accord avec Anto et les dirigeants. Séparation du coach, quoi. Donc après, tu vas revenir à Castelnau à ce moment-là. Après, Oui, tu pars. Moi, j'habite ici, puis je reste. Ouais, je vais voir les matchs de temps en temps puisque j'habite à côté. Ouais. Je vais voir les gars jouer. Et ouais, j'assiste à leur sacre et à leur super fin de saison. Voilà, un truc qui est peu banal quand même dans une année. Donc avec une place privilégiée puisque je suis près du terrain et puis j'ai une bonne relation avec ça. Mais ce qui se passe, c'est que l'année d'après, ça se passe pas très bien pour Castelnau parce que la N2, ils sont pas équipés ils ont pas les moyens, ils redescendent. Et là, toi, tu reprends le coaching de Castelnau. Mais est-ce qu'il a jamais été envisagé que vous le fassiez en doublon, que ça soit Fred et toi? Si. À l'origine, c'était ça. Alors pourquoi ça l'a pas fait? À l'origine, on devait faire un doublon entre nous deux, avec Fred et moi, et je sais pas, je pense qu'il y avait peut-être un souci d'entente entre Michel et Fred, et ça s'est pas fait comme ça. Après, peut-être qu'il y a eu des problèmes financiers, j'en sais rien. Je sais pas exactement ce qui s'est passé entre Michel et Fred. Je sais juste que nous, on avait préparé la saison tous les deux avec Fred. On était que ce soit sur le recrutement ou voilà, sur nos places à tenir chacun. Et ça s'est pas déroulé comme ça, quoi. Et comment ça devait se dérouler? Un qui fait les entraînements et qui coach ou Alors moi, à l'origine, donc Fred avait l'équipe, lui, donc il me propose de faire un binôme, coach, mais moi, je pense qu'il faut que je sois assistant et que lui soit coach, pour que les joueurs aient vraiment le discours du coach et l'assistant à côté. On soit pas sur le même pied d'égalité. Mais Fred au début il voulait un peu ça, sur le même pied d'égalité, quoi. Mais ça s'est pas fait. Mais moi j'étais plus partant pour être assistant que pour être coach principal. D'accord. Ouais, parce qu'effectivement dans la théorie ça paraît faisable, mais dans la pratique. Dans la pratique, deux coachs, c'est compliqué. C'est sûr que ça doit être compliqué, surtout à ce niveau-là. Ouais, moi ça m'aurait arrangé en fait d'être assistant, mais pour avoir aussi du recul, c'est suivre une saison différemment. Ouais. Tu vois, peut-être travailler sur des ateliers ou sur l'aspect défensif. Enfin, ça m'aurait plu, quoi. Et laisser les rênes justement, tout ce
ce qui est pression, gestion de groupe, au coach numéro 1, c'est un sacré boulot aussi, quoi. Et du coup, t'as récupéré les clés de l'équipe et du coup, t'es toujours à la tête de l'équipe aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Et alors, du coup, ça se passe comment en ce moment? Vous êtes la dernière équipe girondine en N3. Félicitations déjà. Ouais. Ouais, alors félicitations. Ce que je dis à chaque fois quand les journalistes m'interrogent là-dessus, je suis tellement déçu de plus avoir les Girondins autour de nous, tu vois, parce que les derbies Tresse, Mérignac, Saint-Médard, enfin quand t'es joueur ou coach, c'est le kiff. Hein. Moi, c'est le truc de mes saisons, quoi. Et là, de plus les avoir, ça fait mal. Hein. Je veux dire, ça fait mal de plus avoir ça dans l'année. Surtout Saint-Médard. Ouais, le derby contre Saint-Médard, c'est le plus génial à jouer. Hein. Ouais. Donc c'est celui-là, on l'a plus, donc on est les derniers, donc on fait avec, hein, on va dire. Quand on a eu Michel en interview, Jordan lui a posé une question qui était très intéressante que je vais te poser aussi. Le recrutement de Castelnau, il est essentiellement fait sur les joueurs qui évoluent en Gironde. Vous avez pas mal de joueurs de ex-Tresse, ex-Tressois. Et parce que le niveau était plutôt bon, et donc ça permettait à Castelnau de recruter directement ici. En revanche, je sais pas si tu es d'accord avec ça, Manu, mais le niveau, je pense, girondin a pas mal baissé. Et est-ce que tu crains pas que dans les années futures, justement, ça soit beaucoup plus difficile pour Castelnau d'arriver à trouver des joueurs qui soient dans le coin, quoi? Ouais, c'est très compliqué. Après, nous, on a une ossature, on a la chance d'avoir une ossature qui bouge pas beaucoup avec des joueurs qui sont en maturité, on va dire. Donc on rajoute des pièces au compte-gouttes, on va dire. Donc pour l'instant ça nous réussit. Après comme tu dis, on est beaucoup basé sur le basket girondin. Fred était je pense comme moi je suis beaucoup attaché à l'humain. Je recrute, j'ai l'habitude de dire, je recrute d'abord des hommes avant de recruter des joueurs. En fait, moi l'important c'est que les mecs ils soient capables d'avoir du recul, que ce soit sur leur performance ou sur les défauts de chacun des gars du groupe. Donc moi je suis très attaché. Je sais que Fred était comme ça, donc en fait ça a fait une continuité. Donc on va chercher des mecs qu'on connaît à côté, quoi, ou qu'on a des gars de chez nous qui disent lui je te le garantis, c'est un bon gars, quoi. Ouais. Mais sans vouloir être désobligeant vis-à-vis de certains joueurs, vous avez un effectif quand même vieillissant pour certains. C'est pas une crainte pour toi? Enfin, je parle même pas de futur lointain, hein, je parle ne serait-ce que l'année prochaine, par exemple. Si t'as certains cadres qui décident d'arrêter, est-ce que t'as pas des craintes de pas pouvoir les remplacer déjà? Alors sur l'effectif vieillissant, je suis moi, amenez-moi un jeune qui tape François Préra en 1 contre 1, pas de souci, je le prends. On va pas trouver, je crois. On va pas trouver, ouais. Il a 40 ans et c'est, je pense, un des 5 meilleurs joueurs de N3, donc moi c'est pas une question d'âge, t'es bon, t'es passionné. François, c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc sur les lui il est exceptionnel, et j'ai quelques anciens qui sont anciens, on va dire trentenaires. C'est quand même des très bons joueurs à leur poste, hein, et il y en a pas beaucoup en Gironde qui sont meilleurs qu'eux. Donc s'il y a des jeunes qui sont meilleurs, il y a pas de souci, hein, j'en ai déjà intégré, hein. Omar Belhadj était là, Nico Stani, Nico Jolivet là depuis 2 ans, John Alain Gebi a été là pendant un moment. Il y a pas de souci, les jeunes on les a. On a un gamin au club là qui a 17 ans qui est dans le groupe. Bon, mais bien sûr, hein, s'ils peuvent jouer, il y a pas de souci, hein. C'est pas un problème d'anciens de garder, ou voilà. C'est que, comme tu disais tout à l'heure, le niveau a peut-être baissé en Gironde, et trouver des jeunes qui sont au niveau des mecs qu'on a actuellement nous, il y en a pas non plus des masses, je pense. Moi, tu dis que le niveau a baissé en Gironde. C'est vrai que il y a beaucoup d'équipes qui sont descendues en pré-national. Est-ce que t'as pas l'impression qu'en fait les clubs girondins se sont auto-mutilés? Quand je dis ça, j'entends qu'en se piquant les joueurs, en recrutant dans les équipes girondines à chaque fois, est-ce qu'ils ont pas un peu tué le basket girondin et
et fait baisser le niveau. Je pense notamment, tu vois, aux joueurs de 13 que vous aviez pris, que Castelnau avait recruté. Voilà, quelques années après, on voit où les 13 maintenant, bon, ils sont en prénat et ça fait maintenant plusieurs années qu'ils sont en prénat. Je vois pas mal de joueurs aussi qui avaient été pris à Saint-Médard. Saint-Médard, ils sont aussi descendus. Est-ce que en fait les équipes girondines se sont pas automutilées en fait? Je sais pas trop si c'est dû à ça. Je sais que si on peut prendre un exemple, c'est les Landes qui font en permanence ça, d'un club à l'autre, les joueurs sautent d'un club à l'autre et ça pénalise pas vraiment leur niveau, quoi. Ils descendent, ils remontent, ils machinent. Après, je sais pas si c'est dû à ça. Je pense qu'il y a peut-être moins de joueurs, surtout en Gironde. Il y a moins de joueurs qu'avant. Moins de bons joueurs qu'avant. Tu l'expliques ça, Manu? Comment? Tu l'expliques ça? T'as une explication à ça? Ouais, moi la mienne, c'est, je pense que je veux pas paraître pour être le vieux qui donne des leçons, mais les jeunes, ils se font moins mal qu'avant. C'est évident. Ils sont moins dans l'effort. Aller s'entraîner dehors ou venir avant à la salle, s'entraîner pendant les vacances. Il y en a encore, mais il y en a moins. Moi, je pense que la dernière génération qui a été un petit peu comme ça, je pense que c'est la tienne à Blaye, tu vois, qui est trentenaire là. Ouais. Mais après, en dessous, il y en a encore quelques-uns, hein. Des Omar Bella, des jeunes comme ça, et ils aiment ça, ils veulent s'entraîner. Ils sont moins nombreux. Hein. C'est peut-être dû au fait qu'ils ont plus de loisirs, entre guillemets. Tu vois, comme toi, tu disais, quand tu étais jeune, t'avais que ton ballon et t'allais jouer. Aujourd'hui, ils ont tellement d'autres distractions que ça peut peut-être expliquer ça. Ah, il y a des milliers de moyens de communication, on peut sortir tout le temps, on peut être transporté n'importe où. C'est sûr. D'ailleurs, comme tu t'en parles, je rebondis là-dessus parce que je voulais t'en parler aussi. Bien que tout le monde te connaisse, en tout cas de nom, parce que ça fait un moment que tu joues, etc. J'ai remarqué que tu étais quelqu'un de très discret sur les réseaux sociaux. C'est dû à quoi? Ma personnalité, je pense. Ma personnalité. Parce que là, si tu veux, c'est tout bête. Pour pouvoir illustrer l'interview, il fallait que je recherche une photo de toi. Alors que ça fait 20 ans que tu écumes les terrains girondins, j'ai galéré à trouver une photo de toi. Tu vois? Et finalement, j'ai été aidé par, t'es pas photogénique. J'ai été aidé par Jean, qui est votre photographe, Jean Bottaro. Ouais. Qui a bien été sympa et qui m'a dépanné. Donc tu verras que j'ai réussi à attraper une super belle photo de toi, tu verras. Mais c'est vrai que ça me surprend un petit peu. Bon, je dis pas que tout le monde doit être sur les réseaux sociaux, hein, loin de là. Mais c'est vrai que c'est une particularité que t'as d'être discret comme ça et au final, on connaît sans trop connaître. Tu peux nous expliquer pourquoi c'est comme ça? Si tu y arrives. Je sais pas trop en fait, mais c'est ce que tu dis là, je l'entends depuis tellement longtemps. Partout où je suis passé, on me connaît, je suis là, mais on me connaît pas tellement en fait. Et je sais pas trop l'expliquer, je sais pas. Est-ce que c'est voulu en tout cas, ou est-ce que c'est voulu ou est-ce que c'est ta nature, tu le calcules pas? Ouais, je calcule pas, je pense que c'est ma nature. Est-ce que tu pourras envoyer une photo à Blaye quand même? Dédicacée. J'enverrai une photo des fêtes de Bayonne. Ça va. Moi, j'ai une question. Tout à l'heure, au début de l'interview, tu nous as parlé de l'équipe de France militaire. C'est ça? Ouais. Et je voulais savoir comment on se retrouve en équipe de France militaire. Ça en fait, donc à l'époque, vous avez pas connu, vous les jeunes, mais le service militaire est obligatoire. Hein. Donc moi à l'époque, je suis un jeune professionnel, donc sur ma première année, et donc l'équipe du bataillon de Joinville, donc l'équipe de France militaire existe. Donc ils prennent les jeunes justement qui doivent aller à l'armée, qui sont plutôt des jeunes pros, des espoirs, qui en devenir. Au lieu de faire leur service militaire, ils se retrouvent à Fontainebleau, donc au bataillon de Joinville, avec tous les meilleurs sportifs jeunes. Il y a les sections de hand, kayak, water polo, athlétisme, enfin tous les sports. Et on se retrouve là pendant, à l'époque, nous c'était 10 mois. Donc on était là-bas du lundi au mercredi.
Et après, on retrouvait notre club. On était libéré le mercredi pour aller s'entraîner le jeudi, vendredi pour aller jouer le week-end dans notre club. Moi, à l'époque, j'étais prêté par Angers pour jouer au Mans. Et donc je partais à Fontainebleau tous les dimanches soirs ou lundi matin pour aller retrouver l'équipe. On faisait des tournées en France. Donc on jouait contre des équipes de Pro B ou des tournois internationaux contre les équipes États-Unis, Italie. Avec l'équipe militaire, avec l'équipe de France militaire. Ouais. D'accord. Et t'as fait ça pendant combien de temps? Juste une année? 10 mois en fait, le temps de mon service. Ah d'accord. Et à jouer contre des équipes de Pro B, t'as pas eu des clubs qui ont essayé de te recruter ou? J'étais pas assez fort vraiment pour jouer à ce niveau-là. Donc moi j'étais prêté par Angers qui était en Pro B, ils ont voulu me récupérer moi cette année-là de mon prêt. Mais pour être un joueur vraiment du bout du banc, tu vois. C'est en Pro B, j'avais pas le niveau pour jouer en Pro B, je complétais l'effectif en fait. C'est là vraiment pour qu'ils s'entraînent et quand tu gagnes de 20 points, où t'as ton père et ta mère qui crient ton prénom pour que tu rentres, tu vois. Donc, voilà. Manu, je voulais qu'on revienne maintenant sur votre saison actuelle. On va dire mi-figue, mi-raisin. Vous êtes à 7 victoires, 6 défaites. Et là, sur la fin de l'année, on a eu l'impression qu'il y avait un petit boost et que ça repartait. Vous avez battu Montgaillard et Coteau de l'Œil. Et puis là derrière, ça fait 2 défaites consécutives, Stade Montois et là vous avez perdu contre les derniers du classement. Qu'est-ce qui Alors, je sais que dans le dernier match, apparemment Louis qui était pas là puisqu'il a été suspendu. Mais comment tu peux expliquer ces 2 revers là à la reprise? On fait 2 non-matchs déjà, vraiment par rapport au mois de décembre où on a plutôt un jeu assez cohérent, une défense qui tient le coup, offensivement ça déroule pas trop mal. Et là les 2 derniers matchs, on passe complètement à côté quoi. En termes d'adresse, on est à moins de 50% au lancer franc. C'est je sais pas, un problème de confiance. Ça arrive de temps en temps, des équipes ont du moins bien, et là, nous, on est en plein dedans. Tu crois qu'il y a un doute? Tu crois qu'il y a un doute qui s'est installé en ce moment? Toujours. Ouais, toujours. Ouais. Là, en ce moment, on doute, c'est évident. Après, avec l'expérience, je sais que ça, il suffit d'un déclic, d'un truc, 2-3 paniers, 2-3 stops défensifs, une belle action derrière, et le groupe, il repart là-dessus, une bonne semaine d'entraînement, je m'inquiète pas. Je sais que bon, ça fait partie aussi des aléas d'une saison. Et l'entente reste bonne au sein de l'effectif? Ouais. Pour ça, ouais, c'est sympa, quoi. Quand il arrive des trucs comme ça, d'avoir justement des groupes avec des gens plutôt solides mentalement, c'est plutôt intéressant de les traverser avec eux. Ouais. Et comment t'arrives à remotiver ton groupe? Parce que c'est un peu le même groupe depuis plusieurs années maintenant. Vous êtes en N3 tous les ans. Comment t'arrives à les remotiver chaque année pour Est-ce que tu leur fixes un objectif ou est-ce qu'à chaque fois c'est le maintien et puis du coup ils jouent tranquille en se disant c'est bon, en jouant tranquille on va se maintenir, on a l'habitude? La première chose, c'est que c'est déjà j'ai vraiment des gros compétiteurs dans l'équipe. Mentalement, il y a 2-3 joueurs qui sont vraiment équipés pour vouloir gagner tout le temps. Donc c'est déjà une bonne partie du boulot de fait. Et après, tous les ans, par exemple là cette année, on a décidé avec le président de faire un groupe de 12, enfin même 13 joueurs. Donc mettre 13 joueurs dans un groupe à gérer, c'est pas forcément évident. Par contre, sur l'entraînement, ça a légèrement monté en termes d'intensité parce que là, il faut faire sa place pour être dans les 10. Donc quand il y a tout le monde et qu'il n'y a pas de blessés, ça crée une grosse émulation à l'entraînement. Donc cette année, on a fonctionné comme ça. Il s'est avéré que avec les résultats, est-ce que c'était la meilleure solution ou pas, j'en sais rien. Mais je sais qu'à l'entraînement, c'est très confortable de travailler avec un gros groupe comme ça, par exemple. D'accord. Bon, après, vous n'êtes pas décroché non plus, parce que je regarde le classement en même temps. Le 3e est 2 victoires devant. Donc, c'est loin d'être terminé si vous voulez jouer le haut du tableau. Mais il y a rien de fait. Devant, ils sont pas loin. Derrière, c'est un peu plus loin.
Nous, on n'a pas vraiment de pression. Après, faut gagner match après match. Le prochain match, moi, je sais, ils veulent tous le gagner, hein. Donc, il y a pas de souci. C'est juste que là, on est passé à côté de 2 matchs. Vraiment, c'est des explications. Moi, il y a pas de mecs qui ont pas mis d'intensité. C'est des non-matchs, quoi. Ouais. C'est des matchs, Ouais, des non-matchs. C'est des non-matchs et on est en position de les gagner quand même, hein, en jouant mal. Ouais. Donc, c'est des choses qui, bon, voilà, je suis pas vraiment inquiet là-dessus. Et tu te vois encore coacher longtemps à Castelnau? Je sais pas. C'est une remise en question permanente parce que quand tu coaches des groupes comme ça, c'est épuisant, c'est fatigant mentalement, t'as la pression parce que t'as tout un club qui est aussi derrière toi. Et puis ça change sans cesse, c'est chercher du renouvellement pour que les joueurs se rentrent pas dans une routine où tu vois ils sont habitués à trop travailler avec moi. Ouais. Donc tu cherches beaucoup, hein, et tu cherches de plus en plus parce que plus les saisons avancent, il y a des joueurs, ça fait quelques années que je les ai. Donc ouais, c'est un sacré boulot. Je continuerai pas, j'en sais rien. Je peux pas te dire, tu vois, si je continuerai l'année prochaine. J'ai toujours envie à l'heure actuelle, mais si ça se trouve la fin de saison, elle peut m'épuiser, tu vois. Je sais pas comment ça va se passer. Mais quand tu parles de, tu sais pas si tu continueras à Castelnau, mais le coaching en lui-même. Tu sais pas. Tu te donnes la fin de saison pour y réfléchir. Ouais, voilà, je pense que c'est, tu vois, finir une saison et puis se poser une semaine à qu'est-ce que je fais, où est-ce que je vais, c'est important. Il y a la vie familiale aussi. Faut pas que Michel il écoute le podcast, il va avoir des sueurs, le pauvre. Ah, mais là, dès qu'il va l'entendre, il va m'appeler après, hein, c'est sûr. Mince, on t'a mis dans la merde, désolé. Manu, je voulais te parler de 2 recrues que tu as fait cette année. Je pense d'ailleurs que c'est vraiment ta décision de les avoir pris. C'est Aurélien et Kevin, et qui dès le départ se sont très bien intégrés et font très bonne figure cette année. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces 2 recrues? Alors pour la venue d'Aurélien, ça a été par l'intermédiaire de Jérémy et Vignales et Greg Corinus et de Tressois. Et Louis, je crois aussi, qui était dedans l'histoire. Donc on en parle, qui nous fait venir à l'entraînement. Bon, je discute avec lui, de suite il m'assure tous, c'est un super mec et tout. Il connaissait un petit peu en tant que joueur puisqu'on l'avait rencontré que ce soit à Tresse ou à Mérignac. Et c'était le type de joueur que nous on n'a pas, qu'on n'avait pas beaucoup, un gros joueur de 1 contre 1, donc capable de gagner des duels dans des petits périmètres. Et puis après j'aime beaucoup le physique qu'il a et la hargne défensive. Et ça c'est des joueurs que je savais que sa hargne défensive ça te plairait, ça. Ouais, ça de suite je m'en doutais, je l'ai vu à l'entraînement, en bout de 5 minutes voilà, je savais qu'on allait lui proposer de venir chez nous. Allô Michel. Voilà, ça a été très très rapide pour Aurélien et pour Kevin. En fait, à l'origine on cherchait un poste 5, mais bon, c'est une denrée rare qu'on trouve pas beaucoup ou rarement, donc on n'a pas trouvé. Et comme moi je voulais fonctionner avec un gros groupe, il fallait quand même que je rajoute des joueurs. Et après je cherchais des joueurs, encore une fois, que soit je connaissais ou que j'étais sûr de leur état d'esprit. Et j'apprends que Kevin arrête à Saint-Médard. Donc je l'appelle en lui expliquant que ça pourrait nous intéresser nous ici. Donc on a réfléchi, on a discuté pendant 1 ou 2 semaines. Bon, il est pas venu faire un essai puisque je le connaissais, mais on s'est mis d'accord en fait. Après, pour lui, c'était pas non plus facile parce qu'il rentrait dans un groupe où moi je lui assurais pas des fois peut-être d'être même dans les 10. Ouais. Et puis en fait, il a été impeccable, quoi. Il y a eu quelques blessures au début d'année, il s'est retrouvé, il a joué, puis il a trouvé sa place. Là, en ce moment, tu vois, il joue poste 3. C'est un poste 4 plutôt en N3, mais capable de se démerder, donc c'est intéressant. À choisir, parce que dans ton équipe, t'as pas un gros scoreur qui va planter 17-20 points par match, 20, j'exagère peut-être, mais 17 points de moyenne par match, t'as pas ça. La marque est assez bien répartie. À choisir, est-ce que tu préfères ça
que la marque soit bien répartie, ou est-ce que tu aurais aimé avoir un gros scoreur qui tourne à 16, 17, 18 points par match? Alors moi à choisir, je préfère la situation où je suis actuellement. D'accord. Mais voilà, je préfère ça. Je trouve que ça ressemble plus à l'état d'esprit que moi j'avais en tant que joueur. Former un groupe, une équipe, essayer de emmener le 10e joueur et de le faire jouer, qu'il ait un rôle dans l'équipe, c'est important pour moi. Ok. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la fin de saison? Eh ben, on peut nous souhaiter de bien finir, hein, plein de victoires, et puis voilà, de prendre du plaisir. La montée encore ou pas? La montée, si elle vient, elle viendra. Hein. Mais en tout cas, prendre du plaisir. C'est ça, exactement. C'est surtout prendre du plaisir. Ok. Une question. Tu dunks encore depuis un lancer franc? Ça fait un moment. Hein, je pense que je dunk plus avec mon genou, mais non. Mais tu joues encore, Manu? Non, je joue plus. Tu joues plus du tout, même pas avec la 2-3, non? Non, j'ai joué un peu l'année dernière, mais j'avais vraiment trop mal. Ok. Bon, Manu, on te remercie énormément d'avoir pris le temps. J'espère qu'on n'a pas été trop long. En tout cas, c'était très intéressant et enrichissant. Et puis, j'espère qu'on pourra prendre de vos nouvelles un petit peu plus tard dans la saison, voir si ce qu'on vous souhaite aujourd'hui est arrivé. Ça marche, okay. Ça marche. Bon, merci beaucoup, les gars. Merci à toi, Manu. Allez, à plus tard. Bonne soirée. Saison. Ciao. Il va avoir des problèmes avec Michel à cause de nous, je pense. Manu, il est très humble. Moi, j'ai joué avec lui une année à Castelnau et c'était un sacré joueur. Hein. Et je me souviens, alors j'ai jamais vu dunker des lancers francs parce que j'ai joué avec lui, c'était un petit peu tard. Je pense qu'il était déjà un petit peu, on va dire, expérimenté. Mais je me souviens en tout cas qu'il arrivait à dunker en arrière en partant hors raquette. Alors ça, je peux te dire que même quand j'étais au summum de ma forme, parce que bon, ça se voit plus aujourd'hui, mais avant j'étais un peu athlétique. Il y a longtemps ça, Abel. Franchement, j'y arrivais pas du tout, quoi. Donc en arrière, hors raquette. Mais les jeunes qui nous entendent, tentez ça et puis si vous le faites, envoyez-nous la vidéo.